Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite bien sûr une excellente année 2026 et bienvenue pour ce premier Toy 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 de l'année 2026 consacré à Eugène Onegin de Tchaïkovski dans la nouvelle production qui sera donnée à l'Opéra de Paris au Palais Garnier du 26 janvier au 27 février. Alors pour tous nos Toy Toy Toy, nous recevons bien sûr des invités exceptionnels, mais je dois dire que ce soir, nos invités le sont particulièrement. Alors d'abord, Ray Fiennes, vous êtes mondialement célèbre pour vos talents de comédien, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Faut-il citer la liste de Schindler, Le Patient anglais, Le Conclave, parmi quelques autres titres. Vous êtes également réalisateur, mais là, vous mettez une nouvelle corde à votre arc, vous ajoutez une nouvelle corde à votre arc, celle de metteur en scène d'opéra. Juste, je voudrais vous demander, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ? Parce que je suis sûre que dans la salle, si on demande à 3 personnes différentes comment le prononcer, les 3 prononciations seront différentes. Why? Why was I called Rafe? No, how? Is it Rafe, the pronunciation? Yes, the Ralph, in an old-fashioned form of pronunciation, is Rafe. And my father had a step-grandfather called Rafe, spelt Ralph. So he wanted me to be Rafe. And all my life I've had to correct people. Voilà, and it's not ça. It actually, Fiennes is originally French, Norman French. Fiennes, but it's Fiennes. Voilà, on a tous la réponse. Et maestro Semyon Bychkov, vous menez vous aussi une carrière internationale en tant que chef d'orchestre. Vous êtes, ce qui est assez rare, aussi à l'aise dans le répertoire symphonique que dans le répertoire lyrique. À l'Opéra de Paris, vous avez déjà dirigé un bal masqué en 2007, Tristan et Isolde en 2008, Electra en 2024. Récemment, vous avez également dirigé un programme Dvorak au festival Ravel. Et ce matin même, nous avons appris une grande nouvelle, puisque vous êtes nommé directeur musical de l'Opéra de Paris à partir du 1er août 2028. Alors bien sûr, félicitations. Est-ce qu'on peut avoir une petite réaction à chaud sur cette nomination ? Merci beaucoup, il fait plutôt froid ici. C'est la neige d'Eugène Onegin. Tout d'abord, je suis ravi de vous voir ici. Je voudrais souhaiter à vous tous, à chacun, une année de santé et à tout le monde une année de paix. Si on a les deux, tout va très bien. En ce qui concerne ma réaction à cette nomination, est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça marche. Qu'est-ce que je peux dire plus que de dire que je suis très ému, je me sens privilégié et très honoré, car j'ai une affection énorme pour cette maison qui rayonne depuis 350 ans, dans le monde entier, pas uniquement en France. Peut-être mon affection est basée pas uniquement sur les expériences artistiques que j'ai eues ici, avec Bal Masqué, avec Tristan, avec Electra et concert à Saint-Jean-de-Luz au Festival Ravel. Donc j'avais le contact avec les artistes de cette maison, l'orchestre et le chœur. Aussi avec le staff, c'est les gens que personne ne connaît en dehors de cette maison, mais sans eux, rien ne peut se passer bien. Donc ça, il faut bien comprendre. Et en plus, le fait que je vis en France depuis presque 40 ans, donc ça fait plus de moitié de ma vie, finalement. Donc tout ça ensemble me rend très heureux et, comme je dis, très honoré. Merci. Et juste avant qu'on aborde vraiment Eugène Onegin, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent exactement ces fonctions de directeur musical et quel est le calendrier ?
D'abord, de faire de la musique, de diriger, ça veut dire que on mène et on suit. Parce que à chaque moment, à chaque instant, on écoute ses collègues, les chanteurs, les instrumentistes, on les suit et on donne la direction. C'est un petit peu schizophrénique. Et vous savez, je ne sais pas si c'est possible d'imaginer que, en tant que chef d'orchestre, devant moi dans la fosse, c'est les musiciens de l'orchestre, et devant moi sur scène, les chanteurs. Et chacun doit incarner le personnage qui est le sien. Et ils sont tous différents. Et c'est à moi de rentrer dans leurs chaussettes, si vous voulez, pour devenir en d'eux, de respirer comme eux, de sentir ce qu'ils ressentent, de sentir ce qu'ils essaient d'exprimer et de les aider pour que ça soit quelque chose d'organique. Parce que tout doit être bien intégré entre la fosse et aussi le plateau. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est à la fois le travail de coach et joueur. Si on peut faire une comparaison avec le foot, on fait les deux. Alors, bon match. Merci, merci. Vous savez, on a quand même... La France a gagné Coupe du Monde. Hein. Alors, cet Eugène Onegin, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se demande comment est né ce projet. Parce qu'on l'a dit, Refine, c'est votre première mise en scène lyrique. Vous avez un lien particulier avec cette œuvre d'Eugène Onegin, avec ce personnage aussi, que vous avez interprété dans un film de votre sœur en 1999. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet de cette nouvelle production ? The birth of the project was when Semyon called me and said, would I like to direct a new production of Eugene Onegin at the Paris Opera? I was shocked, delighted and scared. Principally delighted. My history with Eugene Onegin goes back to when I was an acting student, and the librarian of our academy, who was also a teacher, suggested I read Pushkin's novel in verse in English because the character might appeal to me maybe for an audition piece. I read it, I was completely transfixed by the poem and the character. Years later, with my sister Martha, who is an emerging director, we together worked on it with the idea that she would direct it and I would be in it. And we managed to make a film of it about 25 years ago. At that time, I steeped myself as much as I could in the Pushkin era. And we made a film, which you can see. And I think Semyon was aware of this film and is aware of my connection and interest with Russian culture. He also, I think, saw a film I made recently about Rudolf Nureyev, which had in it obviously strong Russian themes. So his telephone call woke up my love, or reawoke up my love of Pushkin. But of course, opera was new to me. I mean, I've seen operas, of course, but I've seen this opera. But the challenge was, how would I survive? But I had an instinctive feeling that with Semyon's support and guidance, I could take it on. Alors, tout a commencé avec un coup de téléphone de la part de Semyon qui m'a demandé si je voulais mettre en scène Eugène Onegin dans une nouvelle mise en scène. J'ai eu 3 réactions. J'ai d'abord été choquée, ensuite j'ai été ravie et ensuite j'ai ressenti de la peur. Mais avant tout, j'ai été ravie. Effectivement, j'ai une longue histoire avec Eugène Onegin. Lorsque je faisais des études pour devenir comédien, un bibliothécaire qui était également professeur m'a conseillé de lire ce roman en vers dans sa traduction en anglais.
en pensant que cette œuvre allait résonner avec moi et que peut-être je pourrais m'en servir pour une audition. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai lu et j'ai été complètement estomaquée par cette œuvre. Et par la suite, avec ma sœur Martha, qui commençait à travailler en tant que metteuse en scène, nous avons travaillé sur ce texte, ce qui est par la suite devenu un film, il y a environ 25 ans. Et pour ce travail, je me suis complètement immergée dans Pouchkine et dans son époque. Et Semyon savait que ce film existait et il était au courant de mon amour pour la culture russe. J'avais également travaillé sur un film sur Rudolf Nureyev, donc tout ce qui avait trait à la Russie m'intéressait beaucoup. Et ce coup de téléphone a vraiment ravivé mon intérêt et mon amour pour Pouchkine. D'ailleurs, même si l'opéra était complètement une chose nouvelle pour moi, j'avais eu l'occasion de voir cet opéra en tant que spectateur. Et je savais qu'il s'agissait d'un immense défi. Et je me suis vraiment demandé comment j'allais survivre à ce défi. Mais néanmoins, j'avais cet instinct qui me disait que j'avais les épaules pour le faire. Et de votre côté, maestro, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « c'est la bonne personne pour mettre en scène cet opéra » ? J'avais ce sentiment parce que déjà j'ai admiré depuis des années son travail en tant que comédien, aussi en tant que réalisateur. Et j'ai senti le don qu'il a de devenir quelqu'un d'autre. Parce que chaque personnage qu'il incarne, chaque film qu'il produit, s'il voulait, il y a toujours quelque chose de très unique. Par exemple, la première fois, je l'avais rencontré, c'était il y a des années, j'ai déjà vu le Schindler's List. Et un jour, il est venu à mon spectacle à Covent Garden et après, il y avait un dîner. On était assis à côté l'un et l'autre et j'ai observé la personne et j'ai vu ce que vous voyez. Et finalement, j'ai posé la question, comment est-ce possible que quelqu'un comme vous, tel que vous êtes, peut incarner un tel personnage dans Schindler's List? Il m'a regardé dans les yeux et ensuite il a souri. Parce que c'est ça le job. Et vous savez, Onegin, pour moi, c'est un des premiers amours de la musique dans ma jeunesse. C'était le premier opéra que j'ai dirigé à l'âge de 20 ans. Et depuis, ça a resté une partie de ma vie. C'est la 5e production que je vais diriger ici, à l'Opéra de Paris. Et j'ai vu beaucoup de ce qu'il y a dans l'expérience des productions de Jen Onegin, l'expérience scénique, l'expérience musicale. Et je voulais quelque chose qui sera à la fois fidèle à l'esprit de l'œuvre, à l'esprit de créateur de l'œuvre, qui est Tchaïkovski, inspiré par Pouchkine, et en même temps avoir une vision de quelqu'un qui vient pas de cette culture-là, mais qui a le don de pénétrer une autre culture, donc avoir une autre vision fraîche. Donc c'est comme ça que j'ai parlé avec Alexandre Neff d'abord et je dis est-ce que tu penses, est-ce que tu peux accepter cette idée? Il a dit immédiatement oui. Alors tu m'autorises de téléphoner à Rafe? Mais bien sûr. Je l'ai téléphoné et le reste, on connaît très bien. Et donc, voici comment c'est arrivé de ma part. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en préparant bien sûr cette rencontre, j'ai relu Eugène Onegin, le roman de Pouchkine. Et en fait, j'avais pas fait attention à quel point, dans ce roman russe, qui incarne vraiment la littérature russe et qui même donne naissance à la littérature russe, il y a des allusions à Lord Byron et notamment à un de ses romans, Childe Harold. Et donc je me disais finalement, est-ce que vous qui êtes né en Russie, qui demandez de faire cette mise en scène à Ralph Fiennes, qui est britannique, est-ce que finalement c'est pas un juste retour des choses en quelque sorte? Well, you're right that Pushkin was aware of Byron
And I think the poetic spirit of Byron, you could identify Pushkin responding to it in Onegin. And also he refers to Onegin dressing like a London dandy. But after that, I think it's... of course, Pushkin is central, is the Shakespeare of Russia. But if you read the novel, it's universal. Country life, a young girl's infatuation. You could set it in France in the same period. You could set it in England. The essential human dynamic is universal. If you read it, of course, it's a wonderful introduction to a Russian life of that era. But more than that, I think I responded to... I think Onegin has descendants in lots of stories. You could say that Heathcliff in Wuthering Heights is a descendant. These dark, troubled, provocative male figures, they resurface, and we are challenged by them. The beauty of the poem, for me, is the voice of the writer talking to you, the reader, with his commentary. And even in the existing English translations, I feel I'm being talked to. I don't feel I'm being talked to across a cultural divide. I feel I'm being talked to by an author saying, what do you think of Tatiana? What's she going to do? I'm worried about her. You must admit, dear reader, Onegin did behave quite well here. There are these little commentaries. Yes, to answer your question, you can argue there's an English-Russian connection, but it's there, but it's not central. It's more that, like any great work of literature, it transcends its nationality, it transcends its culture. Oui, vous avez absolument raison. Pushkin avait conscience du travail de Byron, et on retrouve justement cet esprit poétique dans le roman de Pushkin. On voit la manière dont Pushkin a réagi à Byron et à la poésie de Byron. Et d'ailleurs, dans le roman Eugène Onegin, Pushkin décrit le personnage comme un personnage qui s'habille comme un dandy londonien. D'une certaine manière, Pushkin, c'est un peu l'équivalent pour la Russie de Shakespeare. C'est vraiment une figure littéraire centrale. Toutefois, il y a quelque chose de vraiment très universel dans ce roman. C'est un roman qui parle de la vie rurale, d'une jeune fille qui tombe amoureuse. Et il aurait pu se passer en France ou en Angleterre, et on aurait toujours eu cette dimension universelle, même si, bien sûr, c'est une très belle introduction à la vie russe. Et quelque part, ce roman a aussi de nombreux descendants. Par exemple, le personnage de Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. Et en lien avec Onegin, il s'agit de ce personnage un peu sombre, masculin, qui est provoquant et qui nous met au défi. Mais ce que j'apprécie, la beauté du roman, c'est qu'on ressent vraiment cette voix de l'auteur qui s'adresse directement au lecteur. Et même si on le lit dans sa traduction anglaise, on a vraiment l'impression que l'auteur nous parle directement. Par-delà ce fossé culturel, on ressent la voix de l'auteur et ses commentaires adressés directement au lecteur. Par exemple, lorsque l'auteur exprime son inquiétude pour le personnage de la jeune Tatiana, et ses commentaires directs. Donc, effectivement, il y a ce lien entre l'Angleterre et la Russie, mais ce n'est pas forcément un élément central, puisque c'est vraiment une œuvre qui transcende les différences culturelles. Alors, on l'a dit, c'est un roman national russe qui déjà à l'époque de Tchaïkovski, quand il a commencé à composer son opéra, était très, très admiré. Et paradoxalement, quand on lui a proposé le sujet, il a trouvé que c'était complètement absurde. Alors, pour vous, quelle explication vous donnez ? Est-ce que justement c'est ce statut de roman sacré qui fait que Tchaïkovski a eu cette réaction ?
savez, les grands créateurs ne sont pas les gens normaux. Très souvent, ils ont des réactions tellement bizarres qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, il a composé Symphonie Manfred sur poème de Byron. L'idée a été proposée par quelqu'un d'autre. Il a rejeté cette idée. Et un peu plus tard, il a trouvé l'idée géniale. Il s'est mis à composer cette œuvre. Et pendant cette composition, il était complètement obsédé par le sujet. Donc vous voyez comment ça change dans leur esprit. Il y a une expression en russe, je vais essayer de traduire en français, que the ways of God are not known to men. Peut-être vous pouvez traduire ça beaucoup mieux que moi. On a l'équivalent en français, c'est les voies du Seigneur sont impénétrables. Exactement. Donc, comme ils sont des dieux, parce qu'il faut avoir ce talent, c'est pas donné aux êtres humains, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça qu'il fonctionne souvent. Et on ne voit pas uniquement avec Tchaïkovski, avec d'autres créateurs aussi. Alors, il se trouve que Eugène Onegin, c'est aussi un roman plus de formation que véritablement un roman d'aventure. Et ce que beaucoup de contemporains de Tchaïkovski ont pu lui reprocher, c'est l'absence de théâtralité, finalement. Vous, Ray Fiennes, en tant qu'homme de théâtre, est-ce que vous ressentez ça ou pas du tout? Well, I've seen a wonderful Russian theatre production of Onegin, where the inventiveness of the director made it highly theatrical. He dramatized lots of moments. There were, I think, 2 or 3 Onegins, a young Onegin, a middle Onegin, old Onegin. I mean, he was very inventive. So the poem was a springboard for theatrical invention. So perhaps literally on the page it may not spring to mind as a theatre piece, but with the right creator, because I've seen it, I think it can be fuel for the theatre. I think if you unpick it, you will see there are lots of little scenes which Tchaikovsky and Shilovsky, the librettist, they've taken scenes and have dramatized them very well, in fact. In fact, the libretto, in rehearsals, I have asked the singers sometimes to speak the libretto so they are in touch with the conversations. And it works. I mean, I think some libretto is probably better sung and not spoken. But this has many sections where it works as dialogue. So I think it's... I think you could be quite creative with this novel for the theatre and come up with something that would work. Alors, j'ai eu la chance de voir une mise en scène russe pour le théâtre de Eugène Onegin. Et j'ai été saisie par l'inventivité de la mise en scène, qui était absolument théâtrale. Et il y avait beaucoup de trouvailles dramatiques. Par exemple, le fait qu'il y avait 2 ou 3 acteurs qui interprétaient le personnage de Onegin aux différents âges, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était un peu plus âgé, lorsqu'il était vraiment vieux. Et c'était une mise en scène qui faisait preuve d'une grande inventivité. Et le texte devenait une forme de tremplin pour l'invention théâtrale. Alors certes, quand on voit ce texte écrit, c'est pas quelque chose qui est absolument évident, mais grâce aux créateurs qui se saisissent de ce texte, le texte vraiment devient un matériau qui nourrit le théâtre. Lorsqu'on regarde le livret prend déjà en charge cette adaptation théâtrale. Tchaïkovski et le librettiste ont fait un travail formidable de ce point de vue-là. On voit qu'il y a déjà cette dimension théâtrale. Et pendant les répétitions, il m'est arrivé de demander aux chanteurs de simplement parler, de ne pas chanter et de réciter le livret.
pour quelque part rentrer en contact en conversation avec cette œuvre. Et bien évidemment, il y a des pages qui fonctionnent bien mieux sous leur forme chantée. Néanmoins, même lorsqu'elles sont parlées, il y a quelque chose qui fonctionne en tant que matériau théâtral. Et alors, Tchaïkovski a sous-titré cet opéra Scène lyrique. À votre avis, pourquoi ? Parce que ce n'est pas du grand opéra. C'est vraiment des scènes lyriques qui se succèdent. Et c'est très intéressant ce que il voulait d'abord que cette œuvre sera interprétée par les jeunes. Donc, c'était les étudiants du Conservatoire de Moscou qui ont donné une première mondiale, avant que ça commence à être mis en scène dans les théâtres professionnels. Il disait même aussi qu'il n'y avait pas forcément besoin de grandes voix, que des voix moyennes lui suffisaient. Bien sûr, à l'opéra, ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai, surtout dans les maisons qui sont hors taille, qui est souvent le cas, surtout avec les maisons contemporaines, si vous voulez. Et ce qui m'intéresse toujours dans cette œuvre, justement, de voir les artistes qui sont crédibles, aussi crédibles d'âge, crédibles de physique. Naturellement, il doit posséder les qualités vocales, qualités musicales qui exigent énormément, quand on pense de ce que doit réussir un soprano qui chante le rôle de Tatiana, voir cette évolution d'une jeune fille avec tous les rêves qu'elle a, et ensuite une progression vers le troisième acte où elle devient la plus admirée personne de la société, haute société. C'est quand même extraordinaire défi pour une artiste de progresser au cours de la soirée. C'est exactement la même chose pour baryton qui chante Lenski. C'est exactement le défi Onegin, c'est exactement le défi de Lenski. Donc, c'est le défi pour nous tous de trouver les artistes qui sont capables d'incarner ces personnages et en même temps être dramatiquement crédibles. Vous voyez ? Je ne veux rien anticiper parce que ce n'est pas à moi de partager ce que je ressens maintenant pendant les répétitions. Il faut que notre public, si vous pouvez venir assister au spectacle, c'est à vous à voir. Mais je peux quand même dire que ce que je vois, ce que j'entends, on le répète déjà depuis 5 semaines. Et il y a encore 2 semaines à venir. Et quand on a pensé des interprètes, on a pensé justement de ce critère-là. Et je crois ce que j'entends et je crois ce que je vois sur scène. Et pour moi, c'est capital. On voit d'ailleurs un petit peu des images de répétition en avant-première pour ce Toi Toi Toi. Ralph Fiennes, vous avez donc une longue familiarité avec ce personnage, on l'a dit, et ce texte. Comment est-ce que vous êtes entré dedans ? Par quel bout vous l'avez abordé pour cette première mise en scène lyrique ? Well, the part or parts? The parts, plural. No, not just. Le rôle au singulier. En fait, est-ce que l'œuvre, est-ce que c'est par les personnages, est-ce que c'est par les thèmes? Not the character. I mean. The work at large. Okay. I started first of all just listening to the opera over and over and over. So I just could feel it musically. And letting ideas come to me, listening, just allowing things to come. The first thing I felt when Semyon asked me was I felt, oh God, I now got to come up with a big concept. Would there be metal and concrete and glass and suits in modern day? Would there be a vintage car or something? And I thought, well, I can't, if I did that, if I tried to find a 20th or 21st century
parallel, it would feel, I felt I would be contriving something. Because I had an experience with our film of the Pushkin era, I couldn't let go of that. I did ask myself, of course you could set it in the 1880s, at the time Tchaikovsky composed it, that would work. I followed an instinct that it would be loosely 1830s, and it was an instinct that led me. I didn't go through some long analysis or philosophical dissection. I followed my gut. I also felt, when I say loosely, we're not in our designs of the clothes. It's not obsessively historically accurate. We take liberties. I want the singers to wear the clothes in a contemporary way, and I want their body language to feel of today. So wherever I can ask them to say, you can sit in a chair, you can have your hands in your pockets, just live in it as you would live. So this is an exploration in this of how to. So obviously, I want a modern audience to relate to the characters. I let Semyon know this is what I was thinking. And then the first big step for me was working with the designer Michael Levine, because having had sort of ideas and things rolling around in my head, the first big step to a visual world was working with the designer. And that was the first time I've ever sat with a designer with a model box. And I loved it. I used to have a toy theatre when I was young, and this was like the very adult version of a toy theatre. So anyway, we refined ideas. So I don't want to make this answer too long. So just to say, the country was important, the rural world, and then a very strong dynamic shift to a palatial, high definition, upper class world for the last act. Alors pour entamer ce travail, j'ai commencé par écouter l'opéra encore et encore pour vraiment m'en imprégner musicalement et pour voir un petit peu, pour laisser les idées venir à mon esprit. Et la première chose que je me suis dite, c'est « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un grand concept ». Par exemple, tout faire en métal, en béton, avoir une scénographie avec du verre, des costumes modernes, des voitures qui évoqueraient le monde contemporain. Mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'avoir cette mise en scène qui soit clairement au XXe ou au XXIe siècle serait quelque chose d'un petit peu forcé dans mon travail. Et comme j'avais travaillé sur le texte pour l'adapter en film, j'avais pu m'immerger dans l'époque de Pushkin. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette idée. Alors j'ai par la suite pensé à situer l'action dans les années 1880, donc lorsque Tchaïkovsky a composé l'opéra. Et puis finalement, j'ai suivi mon instinct et j'ai décidé que l'opéra serait situé dans les années 1830. Mais cependant, il s'agit d'une adaptation libre. On a pris des libertés avec l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu par instinct, ça venait des tripes. Ce n'est pas le fruit d'une analyse ou d'une dissertation philosophique. Et je n'étais pas obsédée par l'idée de fidélité à l'époque, notamment dans le travail d'acteur. Je voulais que le langage corporel des interprètes nous renvoie à l'époque contemporaine, la façon dont ils et elles sont assis dans des chaises, dont ils mettent les mains dans les poches. Je leur ai demandé de s'approprier la scène comme ils le feraient à l'époque contemporaine. Parce que l'idée, c'est aussi qu'un public moderne puisse être en lien avec le personnage et puisse s'identifier au personnage. Donc c'est ce que j'ai dit à Semyon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec le scénographe Michael Levine.
Et en fait, ce qui m'a beaucoup enthousiasmée, c'est qu'on a travaillé avec un modèle réduit. Et j'ai trouvé ça très exaltant, puisque lorsque j'étais jeune, j'avais une maquette de théâtre en jouet. Et donc, d'avoir ce modèle réduit de la scène me renvoyait à cette dimension ludique. Et à partir de ce modèle réduit, on a pu affiner nos idées, mais j'étais très attachée à l'idée que ça allait se passer en Russie et que c'était un univers plutôt rural. Alors peut-être ce personnage de Eugène Onegin, on va essayer de le comprendre un petit peu. Donc il rejette Tatiana au premier acte, qui lui fait une grande déclaration enflammée dans une lettre, et il y a le fameux air de la lettre. Je crois que c'est Maestro Bychkov, que vous aimez bien lire les lettres des compositeurs. Tchaïkovski a beaucoup écrit, il avait beaucoup de correspondants et il aimait beaucoup écrire. Et il semblerait que qu'il y a une parenté, un parallèle entre sa vie privée et l'histoire d'Eugène Onegin, puisque à peu près au moment où il était en train de composer cet opéra, il a reçu une lettre de Antonina Meliova qui s'est déclarée à lui, et on a l'impression que finalement, s'il l'a épousée, alors qu'il ne l'aimait pas, alors qu'il était homosexuel et qu'il avait beaucoup de tourments à cause de sa sexualité, finalement, est-ce qu'il n'a pas voulu prendre le contre-pied d'Eugène Onegin, ne pas ressembler à ce personnage? Je suis toujours plutôt terrifié d'essayer de deviner les raisons pour telle ou telle œuvre, pour la créativité d'un compositeur basée sur leur vie personnelle. On sait très bien que parfois ils écrivent la musique la plus tragique quand ils sont très heureux, et l'inverse est aussi vrai. C'est vrai, mais pour cette œuvre-là, on est quand même assez troublé par les correspondances. Vous savez, il était absolument amoureux du personnage de Tatiana. Et si on évoque son homosexualité, selon l'ex-ministre de la Culture de la Russie, qui a été ministre de la Culture il y a une dizaine d'années déjà, M. Medinsky, il a déclaré que Tchaïkovski n'était pas du tout homosexuel. Il a simplement n'a jamais trouvé une femme juste. Et on est au XXIe siècle. Et de votre côté, Rolfine, comment est-ce que vous voyez ce personnage d'Eugène Onegin? Parce que, est-ce qu'il est vraiment si détestable que ça? Vous, pour l'avoir interprété, souvent quand on interprète, je pense à un personnage, on essaye de le comprendre, peut-être pas de l'aimer, mais en tout cas de le comprendre. Comment est-ce que vous le comprenez? Well, I think the first thing when you play a complex character like Onegin is, as if you're acting him or directing him, you should not judge him. You should be helping the present tense embodiment of him at any given moment. Let the audience judge, let the people who write about Tchaikovsky write the essays. But our job is to embody this man. And what is the truth of each moment? Pushkin gives us a lot of information about his upbringing, his sophisticated education. He's a man of the world. He's clearly had love affairs. He's enjoyed a good metropolitan lifestyle in St. Petersburg, but he's got bored of it at an early age. He's already seen that life's vanities have not brought him happiness, and then he inherits this estate in the country. I think he's an intelligent man. I think he's alert. He watches. I think he's complicated, and I've loved working on the role with Boris Pinkasovich to find these often contradictory impulses. Pushkin tells us, after his rejection of Tatiana, you must admit, dear reader, Onegin has behaved quite honourably here. Pushkin thinks that Onegin has attempted to say no with sensitivity. Of course, she receives it
it hurts her because we have been close to the way she's opened her heart. I'm very moved by the way that Boris is playing this scene. But of course, later on, his social vanity surges up when he's being gossiped about in the ball, and suddenly something darker comes up when he talks about being at a stupid ball and how he wished Lenski had never brought him here. And then he decides, with something that is arguably hurtful, to dance consistently with Olga. It's amazing to watch these changes, and like all of us, he has completely different and opposing qualities. We see at the end he's riven with real passion. The way you can interpret the duel scene is fascinating. Tchaikovsky gives us the most, possibly for me, second perhaps to the letter scene, but the duet between Lenski and Onegin before the duel, when they both see the folly of what they're about to do. It's the most extraordinary piece, and then they decide to go through with it. And I think that's one of the most, what a brilliant and painful distillation of our human madness. That we look in the eyes of someone we've loved, we're about to kill them, we recognize that we shouldn't, but we go ahead with it because of our sense of honor. And in this one duet, it is stunningly moving, and the ways it can be interpreted by the director, by the conductor, and by the artist, it's a great challenge. We should feel then that I think we should feel it hits a deeply tragic level, and that echoes of this tragic death follow through into the last act. I think that whether or not he's conscious, but when Onegin sees Tatiana, I think intuitively he thinks for him there's some salvation. He sings to us of how disconnected he is now, 4 or 5 years later, coming back into this metropolitan world. And it's extraordinary to witness an artist like Boris Pinkasovich inhabit the desire, the anguish of desire at the end, and love. And it's extraordinary. And so I think I've read an essay about by an English academic who loves Pushkin but thinks Onegin is a terrible man. I think that's a terrible short-circuiting, a judgmental short-circuiting, which I find as an actor utterly unhelpful. Be in the part, be in the moment, play the intention truthfully. As you play a part, keep discovering, keep asking questions, but don't judge. It's infinite. Alors, Onegin en tant que que personnage, est extraordinairement complexe. Et lorsqu'on l'interprète ou lorsqu'on le met en scène, je suis convaincue qu'il ne faut pas le juger, mais vraiment l'incarner au présent. Et le rôle de juge revient au spectateur et il revient aux personnes dont la tâche est d'écrire des commentaires, des critiques sur le spectacle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rentrer dans cette vérité du présent. Au début du roman, Pushkin a écrit le personnage comme un personnage qui a été élevé dans une forme de sophistication urbaine. C'est un personnage mondain, mais qui commence à se lasser de ce style de vie urbain. Et il est tout à fait conscient de la vanité de cet univers qui ne lui apporte pas de bonheur. Donc c'est un personnage intelligent, c'est un personnage observateur, et c'est un personnage qui est réellement complexe. Donc quand j'ai travaillé sur le rôle avec les interprètes, j'avais à cœur de rendre compte de ces pulsions, de ces dynamiques contradictoires, notamment lorsqu'il rejette le personnage de Tatiana.
Évidemment, il s'agit d'un passage un petit peu émouvant puisqu'on on ressent de la peine pour Tatiana. Mais lorsqu'on lit le roman de Pouchkine, on voit que Pouchkine s'adresse directement au lecteur et dit « Cher lecteur, vous devez admettre que le personnage a agi de façon honorable. » Donc Pouchkine ne juge pas le personnage, même si on est ému pour Tatiana qui vient de se faire rejeter. Plus tard, lors de la scène du bal, on voit un aspect un peu plus sombre du personnage. Il voit qu'il y a des ragots sur son compte et il décide, et il est très critique à l'égard de ce bal qu'il voit comme quelque chose de stupide. Et il décide de danser avec Olga, ce qui est une action qui va être éminemment blessante. Et à ce titre, la scène du duel, qui est précédée par un duo entre Lenski et Onegin, est particulièrement poignante puisque il y a cette tension tragique énorme, la douleur qui est distillée par la situation, qui fait que les personnages expérimentent cette folie de voir qu'ils sont contraints, Onegin est contraint de s'apprêter à tuer Lenski pour sauver son honneur, mais dans ce duo qui précède le duel, on voit qu'il résiste un petit peu. Et il y a quelque chose d'extrêmement émouvant, de très solennel, de très tragique aussi, qui constitue pour nous qui travaillons sur l'œuvre un véritable défi. Donc cette dimension tragique est très présente. Et lorsque le personnage rencontre à nouveau Tatiana des années plus tard, il y a vraiment quelque chose qui est... il se sent comme sauvé par elle. Il y a une forme de rédemption alors qu'il fait son retour dans ce monde mondain. Et donc en travaillant avec l'interprète, avec Barish, on a vraiment eu à cœur de faire parvenir au spectateur ce désir, cet amour, mais également cette grande angoisse qui est présente dans l'œuvre. J'ai eu l'occasion de lire un article écrit par un universitaire qui faisait du personnage d'Onegin un homme vraiment terrible, quelqu'un de condamnable. Et pour moi, il s'agit d'une erreur de lecture, puisqu'il s'agit d'un jugement qui, d'une certaine manière, court-circuite la complexité du personnage. Et lorsqu'on est artiste, évidemment, il faut vraiment se jeter à l'eau et rester dans le concret et ne pas tomber dans le jugement. Vous disiez tout à l'heure, Maestro, qu'on sentait que Tchaïkovski aimait beaucoup ce personnage de Tatiana. On peut même se demander si c'est pas elle l'héroïne principale. Qu'est-ce que dans la musique, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de passages dans la musique qui montrent cet amour de Tchaïkovski pour Tatiana ou qui montrent à quel point elle est importante? Peut-être dès l'ouverture, on s'en rend compte. Dès l'ouverture, justement. Quand on entend les premières phrases de l'ouverture, ça c'est le monde intérieur de Tatiana, ses rêves, ses doutes. Et ensuite arrivent ces deux accords. Boum, boum, c'est la réponse. C'est comme une espèce de réjection, si vous voulez, le refus. Donc ça commence avec le monde de Tatiana et ensuite ça progresse. Vous savez ce que je trouve extrêmement frappant, c'est la façon dont Tchaïkovski intègre la musique avec la poésie de Pouchkine. C'est absolument extraordinaire. On voit ça dans les mélodies qui correspondent à ce qu'on vient de dire. Donc, si on sait ce qu'on veut dire et comment on veut le dire, on trouve exactement la même chose dans la ligne mélodique que chanteur ou chanteuse doit faire. C'est vrai pour Tatiana, c'est vrai pour tous les autres. Et cette espèce de symbiose entre la musique et le texte, la musique de la poésie de Pouchkine et la poésie de la musique de Tchaïkovski, pour une fois, s'est réunie ensemble. Ce n'est pas toujours le cas, comme on sait très bien.
très souvent, on a une musique extraordinaire avec livret plutôt... je cherche le mot assez diplomatique. Mais la musique peut gagner, ça on sait très bien. Dans ce cas de Eugène Onegin, c'est la symbiose des deux. Tatiana, bon, tous les moments de Tatiana, c'est très difficile de parler de la musique et de dire « Ah, voici les highlights ». Vous savez, voici, si on accepte l'idée qu'il y a des highlights, ça veut dire qu'il y a aussi des lowlights. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que malgré tout, vous avez des passages favoris? Et peut-être que ça change avec le temps, parce que vous nous disiez que vous l'aviez dirigé quand vous aviez 20 ans. Est-ce que votre perception aussi a changé? Ah, la perception, il faut commencer peut-être par une histoire que ça se produit à un moment quand j'étais encore, j'avais, je pense, 13 ou 14 ans. J'étais étudiant dans l'école de Glinka à Saint-Pétersbourg. C'est une école assez unique parce que les sujets musicaux et les sujets généraux sont tous mélangés. Donc, 1 heure, répétition de chœur. Il n'y a que des garçons qui étudient dans cette école. Ensuite, 1 heure de l'histoire, 1 heure de mathématiques, 1 heure de solfège, etc. Et comme ça, la journée passe avec les sons de piano et ensuite, éventuellement, direction du chœur. Bon, bref, il y avait 2 professeurs. Une qui nous enseignait littérature et l'autre qui enseignait littérature, on dirait, musicale. Et ça a été grands amis. Et parfois, ils ont décidé que cette fois-ci, on va étudier dans la classe de littérature, par exemple, Eugène Onegin de Pouchkine, et en parallèle, dans une autre classe de littérature musicale, on va étudier l'opéra de Tchaïkovski sur le même sujet. Et vous ne pouvez pas imaginer quel débat on a eu entre nous quand on a discuté, est-ce que Tatiana, à la fin de l'ouvrage, est-ce qu'elle a fait un bon choix? Imaginez les garçons de 13-14 ans, avec toute la passion et les hormones qui sont très très fortes, qui se sont battus parfois physiquement. C'était très violent et c'était très important. Donc, ça commençait déjà à cette époque-là. Après, c'est la même... Vous ne dites pas, vous, quelle était votre position? Ma position a été toujours de défendre la décision de Tatiana. Et vous savez, ce n'est pas pour des raisons morales ou pudiques ou je ne sais pas quoi. J'ai cru toujours que sa décision la rendre constante à qu'elle est. Elle est, il y a un mot, si vous pouvez m'aider en français, she's wholesome. Elle est saine. Non, ça suffit pas. Elle est plus que ça. Intègre, c'est quelqu'un qui est fidèle à elle-même. Et donc tout ce qu'on voit avec elle dès le début de l'opéra, à la fin, quand elle devient déjà une dame, même si elle est toujours très très jeune, elle reste fidèle à ce qu'elle est. Et c'est pour ça que j'ai toujours défendu l'idée que la décision qu'elle a prise a été correcte pour elle. Et ça, on ne peut qu'admirer. Ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, je le sais très bien moi, mais pour elle, c'était la seule décision possible. Et qu'elle a eu le courage de prendre cette décision malgré son amour. Le vrai amour, c'était pour Onegin. Ça la rend encore plus forte parce que ça, c'est extrêmement douloureux de prendre telle décision. Vous voyez ? En ce qui concerne ce que je ressens vers l'opéra, c'est la même chose pour toutes les œuvres que je passe ma vie avec. Vous savez, on a une relation avec une histoire, avec un roman ou avec une peinture ou avec un morceau de musique. Quand on est très jeune, c'est une perception qui correspond à l'âge.
plus tard, la perception change parce que on a vécu depuis, plus tard ça change encore et ça ne s'arrête jamais. Et l'œuvre, elle est toujours comme elle était au moment de la conception. Donc c'est ça ce qui est fascinant et je crois que c'est pour cette raison-là qu'on a toujours envie de revenir au grand chef-d'œuvre de la musique parce que le chef-d'œuvre est le même. Nous, on change au cours de la vie. J'ai envie de vous poser la même question, Ralph Fiennes, à la fois à propos du personnage de Tatiana. Est-ce que vous partagez l'analyse de Semyon Bychkov et à la fois comment votre perception aussi de cette œuvre a changé? Well, there's no question that she's introduced dramatically and musically very, very strongly, very centrally. And the having now seen the letter scene with Rosanne a number of times, I think when people say it's the heart of the piece, I think that's probably right, because it's an extended. You're asked by Tchaikovsky to watch the process of a young girl coming to terms with this new feeling in her heart, in her body, in her mind, and you're privy. You're able to. She's alone in her room, and so you are in a way eavesdropping on an intensely intimate, private moment, where it builds and builds, and her fear, her doubt, her courage, or a great spectrum of feelings are spontaneously explored by her, and musically is extraordinary. And then I think that sits with the audience for the rest of the opera, having lived through that night with her. She's it's her openness. I mean, it's established at the beginning she's reading literature. I do think that and her mother says, don't believe these books, there are no heroes. The mother gives her a warning. But of course she's open, she's young, she's open to... So I think this literature has affected her. In walks this man, and she decides that he represents all these heroes and lovers or male protagonists she's read about. Doesn't make her emotion any less true. It's very so I've got Rosanne's today. We're at the letter scene in our rehearsal, and I've got it very fresh in my mind how the rawness of it, the openness of it, the immediacy of it is extraordinary. And I think it's hard not to love Tatiana for her directness of her emotions. And Tchaikovsky does. He does a here, look, watch this. It's very your. I think one of the first things I thought was we are actually. I've seen the letter scene performed majestically, brilliantly by singers. I don't think I've ever seen it where we are looking into a young girl on her own, having these thoughts, her desires. She's hot. She's frightened of this tempter, and she talks to him. She talks to Onegin in the room. So you go on this. It's almost like a little play in itself. The scene. Yeah, I don't know what else to say except she's the emotional integrity. You said wholesome, but I think we're talking the same thing. I'd say there's an emotional integrity. She's absolutely direct. There is no sort of sophistication. I mean that in a good sense. She doesn't, she has her heart is direct. Alors oui, tout à fait, je suis d'accord avec le fait que ce personnage nous est présenté du point de vue dramatique et musical d'une façon qui s'articule très bien. C'est un personnage qui est absolument central. Et effectivement, la scène de la lettre sur laquelle on travaille avec l'interprète Rosanne est centrale et représente le cœur de la pièce.
Et il s'agit d'une jeune fille qui doit apprendre à apprivoiser des nouveaux sentiments. Elle est seule, et quelque part, nous, les spectateurs, c'est un petit peu comme si on l'espionnait pendant un moment très privé, un moment d'intimité. Et cette intimité monte, il y a une sorte de crescendo. Et on a vraiment accès à ses sentiments et à la façon dont elle les explore et dont elle nous les donne à voir. Et cette première scène, d'une certaine manière, reste présente à l'esprit des spectateurs pendant tout le reste de l'opéra. C'est un personnage qui s'ouvre aux spectateurs et aux spectatrices, qui est très direct. Pouchkine et le livret nous révèle qu'il s'agit d'un personnage qui lit beaucoup. Et à ce titre, sa mère la met en garde et lui conseille de ne pas croire ce qu'elle lit dans les livres, puisque dans la vie, il n'y a pas de héros. Mais elle est jeune et elle est ouverte à toutes les nouvelles expériences, et la littérature l'affecte profondément. Et lorsque le personnage d'Onegin rentre, elle décide que cet homme représente les personnages, les protagonistes qu'elle a vus dans les livres. Et ce rapport à la fiction ne rend pas son émotion moins réelle, mais c'est quand même tout de même quelque chose qui est présent. Et c'est une scène que j'ai vraiment en tête, puisqu'on l'a répétée aujourd'hui avec Rosanne. Et il y a vraiment l'émotion brute qui nous est présentée. Il y a quelque chose de très immédiat dans la scène. Et il est très difficile de ne pas ressentir des émotions pour Tatiana, de ne pas s'identifier à elle, justement parce qu'elle a cette dimension d'une personne très, très directe. Et par le passé, j'ai pu voir cette scène, la scène de la lettre, jouée de manière majestueuse, vraiment saisissante. Mais je crois que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir dans cette scène une jeune fille qui est seule et qui s'ouvre et qui ressent des émotions contradictoires et qui en parle. Elle est par exemple effrayée par Onegin, qui est la figure du tentateur, de celui qui vient la tenter. Et selon moi, la scène de la lettre, c'est déjà une petite pièce dans la pièce. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a chez Tatiana quelque chose de l'ordre de l'intégrité émotionnelle, une expression très, très directe. Ce n'est pas forcément un personnage sophistiqué, mais je ne dis pas ça de façon péjorative, puisque ce caractère direct nous parle en tant que spectateur. Alors, avant de laisser la parole au public, parce que cette rencontre, c'est aussi fait pour ça, je voudrais vous demander, est-ce que c'est si différent de diriger des chanteurs que des acteurs? It's been an extraordinary experience, because all the wonderful singers that I'm lucky enough to work with are wonderful actors, and they're open, and they value, I think, what I can offer. They're also very experienced in the parts. The three protagonists are Bogdan Volkov, who sings Lenski, Ruzan Matashin, who sings Tatiana, and Boris Pinkastovich, who's playing Onegin. They all have played the parts together already. So they already are connected deeply. So they come already imbued. And I think they all recognize, I think a lot of the time is that when they sing, I just have to stand back, because they know what they're singing with such intelligence and musical understanding. It's really the connecting tissue of people being in a room, listening, responding. And often there's moments when they have to be alive with life when they're not singing. And it's those moments that I think, I hope I can nurture, so that, and listening and responding. The sense, Semyon, one of the first things he said to me when we were discussing, he said, Rafe, they're talking to each other. They just happen to be singing. And this sense of conversation, of listening and responding, which is what we would, as in the dramatic theatre, the actor is obliged to listen and respond, to be present in the moment, to a conversational reality, if indeed it's a conversation that we're
recreating. But to be alive with an inner life on stage, reacting, being present, that I think has been the thing I've been happy to investigate with these wonderful artists. I've not found, I think I had inherited a cliche of grand opera singers saying, tell me where you want me to stand. But I didn't have that at all. I also was advised by a director to say, never say to a singer, let's try this. But I said this in the first day, and I said, I've been advised I shouldn't ask you to try anything, but I will. And indeed I have, and they've been wonderful. And so it's been a very fulfilling process with them. Alors, il s'agissait d'une expérience absolument extraordinaire, car ce sont des chanteurs et des chanteuses formidables, mais également des acteurs et des actrices formidables. Et ils ont été aussi très ouverts, très à l'écoute et ils ont donné de la valeur à ce que moi je peux proposer. Ce sont également des artistes très expérimentés, puisque les 3 interprètes ont déjà joué ces rôles et chanté ces rôles ensemble. Donc il y avait déjà ce lien, déjà cette connexion entre eux, et ils étaient et elles étaient déjà très imprégnées par le rôle et par l'univers de l'œuvre. Donc forcément, quand les artistes se mettent à chanter, je n'ai qu'à me mettre en retrait et à apprécier leur performance, car ils ont une vraie intelligence musicale. Mais mon rôle est aussi de créer ce lien qui unit toutes les personnes présentes dans la pièce, et de faire en sorte que même celles et ceux qui ne chantent pas nous paraissent vivants en scène, sur la scène, même lorsqu'ils ne sont pas en train de chanter. Et c'est comme ça que je vois mon rôle, et c'est comme ça que je nourris les interprètes. Et Simeon m'a dit que, en fait, les chanteurs d'opéra, c'est comme s'ils se parlaient les uns aux autres. Il se trouve qu'ils sont en train de chanter, mais c'est tout de même une conversation, même si c'est une conversation chantée. Donc même lorsqu'ils ne sont pas en train de chanter, les interprètes doivent écouter et doivent être vraiment dans le moment, vraiment être présents, apporter cette impression de vie sur la scène, être dans la réaction et vraiment nourrir la présence. Et c'est précisément ce que j'ai à cœur d'explorer avec elles et avec eux. On a un petit peu en tête ce cliché sur le travail avec les grands chanteurs d'opéra, c'est qu'ils arrivent et elles arrivent en répétition en disant au metteur en scène ou à la metteuse en scène dites-moi où est-ce que vous voulez que je m'installe et que je reste. Et donc le travail de mise en scène, ce serait simplement ce travail de les positionner sur la scène. Et un autre cliché voudrait qu'il ne faudrait jamais dire à un chanteur d'opéra « et si on essayait ça ?» Alors c'est un conseil qu'on m'a donné et j'ai fait exactement l'inverse. Lors du premier jour des répétitions, je suis arrivée et j'ai dit « et si on essayait ça ?» et ça s'est très bien passé, et c'est une expérience que je trouve très formatrice et enrichissante. Maestro, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce que c'est un cliché aussi avec les musiciens? Est-ce qu'il faut leur dire « essayez ça » ou pas? Absolument. Il faut tout essayer, parce que vous savez, parfois, on pense que telle ou telle façon de phraser quelque chose, c'est faux, ça ne va pas marcher. Ça vaut la peine d'essayer. On découvre des choses qu'on n'a jamais imaginées possibles, et les vrais musiciens, les vrais artistes de l'orchestre, ils le comprennent parfaitement bien, ils font la même chose eux-mêmes. Ils ne jouent pas uniquement dans l'orchestre, souvent ils jouent musique de chambre. Qu'est-ce qu'on fait quand on répète un trio ou quatuor, ou quand on prépare sonate pour violon et piano? On essaye de trouver les possibilités de dire la même chose dans de façon différente. Et à ce moment-là, il faut choisir ce qui te semble convaincant à un moment donné. Demain, tu essaies la même chose et tu dis non, il n'y a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut avoir 37 options différentes. Et éventuellement, il y a une qui, à ce moment-là,
te paraît convaincante. Alors, tu vas avec ça. Demain, ça peut changer. C'est ce qui rend notre travail tellement intéressant, fascinant, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et les plus grands chefs-d'œuvre qui existent, ils t'offrent cette possibilité. C'est ça ce qu'on appelle interprétation, tant que ça rentre dans l'esprit de l'œuvre. Oui, c'est tout à fait normal. On a eu 3 lectures avec l'orchestre. Il y avait des moments particuliers où je proposais d'essayer un autre type d'articulation, notre façon de phraser. Et j'ai dit, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Si ça ne marche pas, on l'oublie. Mais ça, je n'ai jamais essayé cette version-là. Ils le font avec joie, parce qu'ils découvrent aussi, ils ont des oreilles, ils ont une intelligence musicale. Ils entendent quand quelque chose est vrai et quand c'est faux, quand c'est un effet, quand c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors pour eux, c'est aussi un moment de la découverte, parce qu'eux doivent être convaincus par ceux qui sont demandés de jouer. Et comment ? Merci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions ? Quelqu'un ? On va faire circuler, oui, des micros. Merci. Bonsoir, j'ai une question qui s'adresse aux 2 artistes. Eugène Onégine est un opéra en 3 actes. Et la logique voudrait qu'on place un entracte après l'acte 1 et après l'acte 2. Mais il me semble me souvenir que dans la production du Châtelet, que M. Bischkoff avait dirigé il y a quelques années, l'entracte avait été placé en plein milieu du 2e acte. Donc je voulais savoir si vous aviez opéré des choix pour cette nouvelle production et lesquels. Vous savez, je suis quelqu'un qui est attaché à la création, à ce qu'imaginait le créateur. Pour moi, c'est lui qui est la figure principale. Je suis un interprète, donc je suis au service du créateur. Tchaïkovski imaginait un opéra en 3 actes, avec un entracte après premier acte, donc les 3 premiers tableaux. Ensuite, 2 tableaux, c'est le bal et scène de duel. Et le 3e acte, on est à Saint-Pétersbourg avec le bal et finalement la scène finale après. La production que vous avez évoquée, celle du Châtelet, elle est venue c'était la production qui a été faite d'abord à Anvers et ensuite emportée au Châtelet. Donc on a hérité ce qui a été déjà fait. Il y avait par exemple des moments assez étranges. La scène finale, quand on est au milieu de ce drame qui se passe entre Onégine et Tatiana, il y avait une femme de ménage qui était en train de nettoyer la poussière. Alors, le metteur en scène Adolphe Dresen, il n'était pas là toute la période de répétition, c'était ses assistants qui ont fait la reprise, n'est-ce pas ? Il est venu pour la répétition finale avec piano. Donc il a fait ses corrections, il y avait une discussion après cette répétition, et j'ai posé plusieurs questions sur certains moments de la mise en scène, et finalement on a discuté la scène finale, et j'ai posé question sur femme de ménage. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer le symbole de cette personne sur scène au milieu du moment le plus dramatique et très tragique pour les 2 personnages impliqués. À ce moment-là, il était déjà assez fâché avec moi. Il avait un ras-le-bol avec mes questions. Il a dit, ça, je ne peux pas vous expliquer. J'ai dit, alors, si vous ne pouvez pas m'expliquer le symbole de cette scène, ça veut dire que les autres, le public, ils ne vont pas le comprendre parce que j'ai regardé ça pendant, je ne sais pas, 4-5 semaines de répétition. Je n'ai pas toujours compris le symbole de ça. Donc, ça veut dire qu'elle doit s'en aller. Elle est partie. Ce n'est pas la fin de l'histoire parce que l'année suivante, je vois les affiches de Chevalier à la Rose, au Châtelet aussi. Et je vois que c'est lui qui est un metteur en scène de cette production. Alors, je n'étais pas libre d'y aller, mais j'ai demandé à un ami d'aller visiter pour me dire s'il y avait des femmes de ménage dans Chevalier à la Rose.
Le lendemain, il est revenu et il m'a dit oui, il y avait 3. Donc, j'ai cru toujours et je crois aujourd'hui que la conception de Tchaïkovski de 3 actes avec les 2 entr'actes sert l'histoire comme elle avance, cette histoire. Et c'était dès le début mon désir de mettre en scène cette œuvre telle qu'il a été conçu par quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, Tchaïkovski. Oui, bonsoir et merci à tous les deux. J'ai très envie de voir le spectacle. J'ai une question pour Monsieur Fiennes d'un point de vue théâtral, donc je vais m'adresser à lui en anglais. As an actor, you all have a backstory to the main characters, but how do you, as an actor and a director, how do you imagine the life once the curtain falls of Tatiana, of Onegin, and especially Olga? Everybody seems to forget Olga, but I always wondered what happens to Olga in her older life. Well, Pushkin helps us a little in that after Liensky's dies, is shot, very quickly Olga marries a hussar. So if we go with Pushkin, she's happily married to a soldier. I think that might fit Olga, but that's what Pushkin thought. I have a feeling Tatiana lives with Gremin until he most likely predeceases her, and I can imagine Tatiana staying a widow for the rest of her life. Onegin, he could even kill himself, or go away and live alone, away from people, in a sort of living death. Yeah. But I certainly think more broadly, the backstory of people is important. And I definitely have tried to talk to our singers about the life they have lived. For instance, the quartet at the beginning, we have 4 women, the 2 daughters and the Nyanya and Larina singing, and the refrain for the 2 older women is "habit replaces happiness," and there's a wonderful place there for us to see these 2 older women have had big disappointments in life, and we learn about the Nyanyas later. So I think Tchaikovsky was very alert to the disappointments of life for women at the time. And the mother, as I said earlier, that she warns her daughter, don't think that life is like these books. So I think one can definitely, there's a lot of material for us to imagine what Larina's life, and the Nyanya has, in one short aria, she tells us about her forced marriage to a boy younger than herself. She was 13 and was forced into this marriage with a boy younger than her. So quite quickly we get a very strong backstory for the Nyanya. But anyway, yes, it's very useful to imagine more their life before the play than after. But it's always a good exercise to help you understand who someone is, to imagine their whole life. Alors la question portait sur le fait que lorsqu'on travaille sur des personnages, il faut toujours un petit peu essayer de s'imaginer ce qu'est leur vie, l'histoire de leur vie en amont, mais qu'advient-il des personnages après l'opéra, une fois que le rideau est tombé? Que pensez-vous qu'il leur arrive? Alors on trouve des indices dans le roman de Pouchkine. Pouchkine nous aide un petit peu sur ce point-là. Olga, après la mort de son mari dans le duel, marie Hunza, et elle est très heureuse de sa vie de femme mariée, le fait d'être mariée à un soldat. Et effectivement, c'est quelque chose qui paraît plausible. Tatiana vit avec Robin jusqu'à sa mort, et donc je l'imagine après vivre en tant que veuve.
Quant à Onegin, je pense que soit il se tue, il se suicide, soit il vit une vie à l'écart du monde, une sorte de vie de reclus, une vie qui est quelque part déjà du côté de la mort. Et effectivement, dans le travail sur les rôles, il est important de s'imaginer la vie des personnages, l'histoire de leur vie, d'avoir ce contexte. Et c'est quelque chose qui apparaît notamment dans l'opéra quand on a ce quatuor avec 4 femmes, les 2 filles et leurs 2 mères un petit peu plus âgées. Et le refrain qui est chanté par les 2 femmes plus âgées est « Les habitudes remplacent le bonheur ». Et donc, je pense que Tchaïkovski était très attentif au fait que la vie des femmes à son époque était faite de désillusions et de déceptions. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans le rôle de la mère qui met en garde sa fille sur le fait de ne pas croire en la fiction. Et d'ailleurs, ce personnage plus âgé a un moment très intense où elle a une aria, où elle parle de son passé, du fait qu'elle a été mariée de force à 14 ans avec quelqu'un qui était encore plus jeune qu'elle. Donc on a aussi dans l'opéra l'idée que les personnages en scène se nourrissent de ce qui leur arrive avant. Et je trouve que il s'agit toujours d'un exercice intéressant de s'imaginer la vie des personnages avant et après l'œuvre. Bonsoir et merci à l'édu. Et благодарю вас, Semyon Maevich. I will ask my question in English, if that's okay. In your interpretation, is the Act 3 Polonaise truly an imperial triumph, or do you conduct it to reflect some of the violence that is lurking beneath, some of the insidious violence that is lurking underneath? What sort of direction do you choose to go with that interpretation? And have you worked with Mr. Fiennes to make a creative decision there? Il n'y a rien de plus difficile que d'expliquer son interprétation. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Il y a de tout dans cette pièce. Il y a une violence, il y a une tendresse. C'est le diapason des émotions est colossal. Alors, on essaie justement d'explorer ce diapason et de trouver les moments de tendresse totale. Et quand il y a de la violence, on ne peut pas l'éviter parce que c'est dans l'œuvre, vous voyez. Mais je ne veux pas dire plus parce que finalement, parfois on, par exemple, on écoute une œuvre de la musique contemporaine dans le concert. Il y a des programmes. Donc, le compositeur, il a quelque chose à dire sur l'œuvre pour nous expliquer l'histoire, le caractère, etc. Ici, il y a des oiseaux et là, il y a une petite rivière qui coule. Ensuite, la musique commence. Et on cherche les oiseaux et on ne les trouve pas. Donc je suis un petit peu réticent de verbaliser ce qui est finalement peuvent être verbalisés uniquement au moment de répétition, si vous voulez, et ça reste un petit peu de la mystère. Mais on essaie d'explorer tous les facettes de l'œuvre. Oui. Good evening, my name is Anna. I'm from Russia, living in Paris now. And first of all, I'd like to express my deep gratitude to you, Mr. Fiennes, because your movies, your interviews, and then of course I would visit the opera, made a part of my journey last years. I teach voice and acting, and we use your materials with my students. But my question will be, I feel that Alexander Pushkin is less famous than Chekhov or Dostoevsky in English-speaking world and in French-speaking world. So what is the mystery, and can his spirit be translated? Is it possible? Why so? Thank you. I think because he's
Pushkin, this work is the key work. I mean, he's a poet. And in poetry is this is a terrible generalization, but I think generally speaking, poetry of any country is so deeply rooted into the language, the nuances of language, the soul of language in poetry, and how in rhyming form and what language does in poetry is often famously very difficult to translate. And Pushkin's short stories are entertaining, but they are little jewels, and his plays are little jewels. So the great work, I think I would say, the great work, the central work, Eugene and Yevgeny Onegin, is a great masterwork, but it's in very, very beautiful, precise rhyming form, which I don't think, I mean, there are some good, to my ear, not bad translations, but I think I read a big essay about how Russian, and I only have a tiny bit of Russian, but the rhyming quality that's possible in Russian is something unique to Russian language, and that to the ear of a Russian, the rhymes in Pushkin have a level of beauty and cadence and satisfaction that's very hard to get, certainly in English. When you read English translations in rhyme of Pushkin, you're aware of the effort of the translator to rhyme. And I think for some people that effort just holds back. So if you compare, for instance, Chekhov, the English love Chekhov. I'm sure the French do too. But Chekhov is conversation in situations where we all recognize immediately the quotidian situation in a family, the disappointments, the missed opportunities. It's much more immediately accessible. And I think the nub of it is that the poetic brilliance of Yevgeny Onegin is just hard to translate. It exists, and it's the voice of the author commenting. It's a highly, highly developed literary form. So that's why. But it is, I was actually having this thought today, how interesting that this extraordinary story of Onegin, people don't know. I talked to a very intelligent young theatre director, a woman recently. I said Pushkin to her. She said, "I'm sorry, I don't know who Pushkin is." Oh, yeah, it's I don't know what the answer is, but I think it's to do with the poetry. Alors la question portait sur la figure de Pushkin, qui est sans doute moins connue en France ou au Royaume-Uni que Tchekhov ou Dostoïevski. Et quel est le mystère, quel est ce mystère Pushkin? Où réside l'esprit de Pushkin, et est-ce qu'on peut vraiment le traduire? Alors, la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Pushkin, dans cette œuvre en tout cas, dans Eugène Onegin, est un poète. Donc, il s'agit d'une œuvre qui est écrite en vers. Et alors, c'est peut-être une généralité affligeante, mais la poésie est vraiment connectée à la langue, et la langue dans laquelle elle a été écrite, qui permet de rendre ses nuances. Et c'est dans la langue dans laquelle la poésie a été écrite qu'on trouve l'âme de la poésie. Évidemment, il y a le travail sur la rime qui est très difficile à traduire. Et bien sûr, les nouvelles de Pushkin sont de véritables petits bijoux. Ces pièces sont aussi des bijoux. Mais sa poésie ou son roman en vers est également un chef-d'œuvre. Et le travail de la rime, notamment, est très difficile à rendre, même dans les très bonnes traductions en anglais que j'ai eu l'occasion de lire. J'ai également lu un article sur le russe qui était décrit comme une langue qui avait cette sonorité particulière, ce schéma de rime vraiment très difficile à traduire, qui crée un rythme, une cadence qui est unique à cette langue. Et lorsque les traducteurs ou les traductrices en anglais s'efforcent de conserver les rimes, cela paraît toujours quelque part forcé. À la lecture, on ressent l'effort, et c'est quelque chose qui peut nous tenir à distance de l'œuvre.
On pourrait mettre cela en relation avec Tchekhov, qui est un dramaturge qui est adoré des Anglais et des Français aussi, j'imagine. Mais chez Tchekhov, il y a vraiment cette dimension de la conversation. Ce sont des dialogues qui sont vraiment en lien avec la vie quotidienne, les regrets, les opportunités manquées. Donc ce caractère conversationnel et quotidien se prête à la traduction. Mais dans la poésie de Pouchkine, les choses sont un petit peu différentes et il y a évidemment aussi cette spécificité des commentaires de l'auteur, cette voix qui s'adresse directement au lecteur. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter de Pouchkine avec une jeune metteuse en scène très intelligente, mais elle ne savait pas qui était Pouchkine. Donc j'ai voulu parler de Pouchkine, mais elle ne savait pas qui était Pouchkine. Donc évidemment, il y a ce statut particulier de Pouchkine au théâtre. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore. De toute façon, c'est l'heure, cette rencontre. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps, parce que c'était une journée bien chargée pour vous. Et le prochain Toy 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 aura lieu le 2 avril. Il sera consacré à l'école de danse avec Elisabeth Platel et Claire-Marie Osta.